Ce mois de février m'a fait passer par pas mal d'émotions différentes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau épisode de, je sais pas encore, je voudrais que ça s'appelle Quadbo, parce que j'aime bien, parce qu'on parle d'actualité entre guillemets, donc Quadbo ça sonne bien, mais j'ai toujours peur que le nom Quadbo ne soit pas assez attractif, du moins les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, donc pour l'instant je sais que la vidéo va s'appeler mes recommandations de février 2025, on peut pas être plus précis, même peut-être même mes recos, comme ça je gagne de la place. Et après je joue sur la miniature pour montrer de quoi je vais parler aujourd'hui. Donc voilà, ça reste une vidéo d'actualité que j'aimerais faire tous les 2 mois ou tous les mois quand je considère que j'ai envie de partager avec vous des œuvres que j'ai vues, que ce soit du cinéma, de la série télé, des mangas, des animés, du jeu vidéo, des vidéos YouTube et d'autres trucs. On va peut-être parler de fesses aujourd'hui, et pas comme vous l'imaginez. Vous inquiétez pas, vidéo tout public, promis. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc pour ce mois de février 2025 qui vient de passer, parce que nous sommes actuellement le 1er mars, joyeux mois de mars à tous et à toutes, et je vais commencer par le plus gros sujet, le plus lourd entre guillemets, qui pour moi, que j'ai vu au mois de février, c'était le soir de la Saint-Valentin, c'était le 14 février, Bref 2 est sorti, là où déjà personne n'attendait une suite à Bref 1, puisque Bref 1 c'est un début et une fin, et la fin, bien qu'elle soit ouverte... Enfin, la série s'est quand même terminée il y a 13 ans, personne ne réclamait forcément une suite, ça se suffisait à... La série se suffisait à elle-même. Et puis paf, d'un coup, on nous annonce ah ouais, les gars, dans 2 semaines, la suite. Voilà, Bref 2 sur Disney+, des épisodes qui seront pas brefs, eux, pour le coup, ils vont pas durer 3 minutes, ils vont durer une demi-heure chacun. Ah bon, ok. J'ai été très curieux avant que ça arrive, j'étais très hype, étonnamment, parce que vu la qualité de la saison 1, alors il fallait le vivre, hein. Ça c'est quelque chose quand c'est sorti, Bref, à l'époque sur sur Canal+, mais surtout quand ça sortait sur YouTube, c'était vraiment une mini révolution dans la manière de faire des vidéos, dans la manière de voir des courts-métrages, voire des ultra courts-métrages, parce que c'était vraiment 3 minutes, et en 3 minutes, ils arrivaient à te faire un montage plus que dynamique, pour te faire passer... tout le message de l'épisode, et ouais, il fallait être là à l'époque sur YouTube, parce que Bref c'était vraiment c'était un événement de société, c'est genre un classique pour ceux qui ont grandi avec YouTube de cette époque. J'en veux pour preuve qu'à cette époque, justement, absolument tout le monde avait fait une parodie de Bref, tellement ça avait marqué les esprits, tellement c'était fort dans sa manière de raconter une histoire, et surtout le montage était attractif, et voire même addictif. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu, puisque c'est devenu un petit peu la norme, hein, je parle pas forcément des vidéos YouTube, mais le concept de TikTok, finalement, ça reste des vidéos très courtes où il faut accrocher l'attention de la personne qui regarde la vidéo, la faire tenir jusqu'au bout, et donc... on récupère un petit peu ces mécanismes-là. Et donc, Bref 2 qui débarque avec une suite, donc on reprend le personnage principal du jeu, parce qu'il a pas de... il a pas de prénom. Donc jeu qui a 10 ans plus tard, au lieu d'avoir 30 ans dans la saison 1 de Bref 1, là dans la saison 2, il a 40 ans, et donc l'histoire va raconter les péripéties d'un homme lambda qui a une quarantaine d'années. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder. La question que je me suis longtemps posée, c'est est-ce qu'on peut regarder Bref 2 sans avoir vu Bref 1 ? Je suis encore mitigé, et plus j'y pense, plus j'aurais tendance à dire oui, on peut. Mais ce qui est évident, c'est que t'auras pas toutes les refs. Des choses vont te passer sous le nez en regardant Bref 2 si t'as pas les refs de Bref 1. Ce qui est pas grave en soi, ça t'empêchera pas de comprendre et d'apprécier la série. Mais quand... quand tu vois les rêves, surtout quand elles sont bien précises, bien subtiles, tu te dis ah, les mecs sont chauds, les mecs sont chauds derrière, les mecs sont très bons, on sent que c'est des passionnés qui ont fait une série pour des passionnés, et tu te sens un petit peu récompensé d'avoir suivi la saison 1. Après, la saison 1 ne dure que 3 heures, hein, tout cumulé, hein. Tu veux tout te mater, c'est juste 3 heures, hein. Et la saison 2, c'est, je crois, à 3h30, quelque chose comme ça. Donc ça va très vite, hein. En 2 soirées, tu t'es fait les 2 saisons. Mais je ne peux que vous recommander Bref 2, très sincèrement, ça a été une série qui m'a... que j'ai, comment dire, j'ai digéré sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tu vois, encore aujourd'hui, donc on est le 28 février, 1er mars, donc ça fait 2 semaines que je l'ai vue. Ah, je la garde encore un petit peu quelque part dans le coin de ma tête, ou dans la gorge un petit peu, parce que bah, la série m'a chamboulé un petit peu. Je veux pas faire le mec trop sensible, mais... Et vous, ceux qui ont vu la série savent pourquoi. Mais ouais, la série, elle touche des sujets bien précis et bien sensibles. Elle met le doigt dessus, mais elle met le doigt dessus, et elle fait comme ça, dessus, sur le sujet. Et vas-y, le sujet qu'on... Bah, voilà, ça fait bobo. Ça fait très mal. Tu peux pas ne pas voir la série, ne pas remettre ta vie en question après, et remettre en perspective plein de choses de ta vie, et réfléchir à l'avenir et tout ça. Donc c'est très particulier. C'est
c'est doux amer, c'est rigolo, c'est triste, c'est émouvant, c'est attendrissant. Tu passes par plusieurs émotions différentes, mais très sincèrement, euh, si je l'avais regardé seul, parce que j'étais accompagné quand j'ai regardé la série, mais si je l'avais regardé seul, j'aurais beaucoup plus pleuré. Je me serais laissé aller, ça aurait été terrible. Là, le fait inconsciemment d'être accompagné par quelqu'un, ça fait que je me suis un petit peu retenu, mais à y repenser, je pense que j'aurais préféré l'avoir seul pour que mes émotions se libèrent totalement. Mais après, le fait est que, voilà, comme je t'ai dit, c'est sorti le soir. Enfin, j'ai tout vu d'une traite. J'ai pas pu me dire, ah tiens, je regarde un seul épisode et je verrai la suite demain. Non, non, non. En fait, une fois que t'es embarqué, tu peux pas t'arrêter. En fait, tu te fais c'est un gros film, quoi, de 3h30. Et c'est un délice. Et la nuit qui a suivi, bah, j'étais allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, qui regardaient le plafond. Et je pensais à mille trucs. La gorge serrée, le cœur noué. Voilà, j'avais envie d'appeler mes parents pour leur dire que je les aime et tout ça. Non, vraiment, ça m'a mis mal, mais dans le bon sens du terme. Voilà. La série fait mal à regarder, elle te met vraiment pas bien, mais ça fait du bien qu'elle te mette pas bien. C'est très particulier, hein. Et puis le ressenti de chacun sera complètement différent, parce que ce qui montre dans la série, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Donc, au fait, hein, je tâcherai de jamais spoiler, de rien spoiler dans toute la vidéo de toutes les œuvres que j'aborde. Mais ce qui se passe dans la série, je l'ai pas vécu. Mais ça me touche quand même. Et ça m'a fait mal parce que j'ai peur de le vivre. Et à l'inverse, je sais que des gens qui regardent la série ont vécu ce que le personnage principal y vit dans la série. Et donc ils vont le vivre différemment. Donc ouais, c'est très particulier, mais franchement, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Vous entendez certainement dire partout depuis 2 semaines que la série est incroyable, que c'est trop bien, que c'est le feu et tout. Mais c'est pas du mensonge. Elle n'a pas volé cette critique, la série, très sincèrement. Si vous l'avez pas encore vu, et surtout si vous n'êtes pas spoilé, si vous avez cette chance de pas être spoilé, allez-y. Ouais, allez-y vite. Vous allez, ouah, ça va vous faire quelque chose. Ça va vous faire des ascenseurs émotionnels. Vous allez passer par toutes les émotions, même si vous pensez que y a des trucs qui vous touchent pas ou quoi. Il y a trop de bonnes idées de mise en scène, parce que bref, c'est ça, c'est mettre en scène comment on pourrait dire, des expressions de la vie courante, mettre en scène des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, représenter des choses qui ne se représentent pas normalement, tu vois, puisque ça joue beaucoup avec le personnage qui parle dans sa tête, donc il se fait des films et tout. C'est très intelligent dans la mise en scène, c'est très beau, c'est très agréable, c'est très rigolo, c'est très bien écrit, et c'est vraiment très touchant. Oh là là, c'est très 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 touchant. J'ai beaucoup d'affect pour le personnage du voisin. Je te promets, l'une des premières fois où on voit le personnage du voisin, quand on voit sa petite histoire, son petit flashback de l'époque. Ah, à chaque fois que je repense à cette scène, déjà, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle raconte, mon cœur se... Voilà, très très fort. Mais l'acteur est bon parce que... Enfin, c'est son naturel, mais sa petite voix quand il se lève du canapé parce qu'il est tout content et tout. Juste cette scène de 2 secondes où il dit un truc face à la télévision et sa manière de le dire, il a l'air heureux de ça et ça sent que c'est un personnage... Ah, je veux pas trop en dire, je veux pas trop m'étaler. Si on faisait une émission avec spoiler, je m'étalerais beaucoup plus. Mais tu vois, rien que d'en parler, j'ai la gorge qui commence un petit peu à se serrer. Ça m'a beaucoup touché et il y a beaucoup de personnages dans la série où je les ai assimilés à des gens que je connaissais dans la vraie vie, donc ça m'a beaucoup, ça m'a vraiment impacté. Donc vraiment, si vous avez besoin d'une petite série qui vous chamboule, mais qui fait du bien quand même, voilà, vous pouvez y aller, mais alors les yeux fermés. Croyez-moi, si tout le monde dit que c'est trop bien, ben, je rajoute ma pierre à l'édifice, c'est vraiment trop bien. N'hésitez pas une seconde, allez-y. Il y a l'épisode 1 qui est gratuit sur YouTube. Alors là, vous n'avez aucune raison de ne pas pouvoir le voir. Tous les épisodes d'ailleurs de la saison 1 sont sur YouTube gratuitement. Mais l'épisode 1 de la saison 2 est aussi accessible sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder. Je vous promets que vous allez passer un moment qui va vous marquer. Voilà. Et je sais pas si vous avez passé un bon ou un mauvais moment, mais alors je vous promets que ça va vous marquer et ça va vous retourner un petit peu le cœur et l'esprit. Alors, on a parlé de séries télé, maintenant je vais vous parler d'un petit manga que j'ai lu et qui est sorti là, courant mois de février, un manga qui était très attendu. Je vais vous parler de Kagurabachi aux éditions Kana. Donc au lieu de tenir le manga, il y aura une image qui sera affichée à droite ou à gauche, je sais pas encore comment je vais faire le montage. Alors Kagurabachi, moi j'en ai entendu parler il y a 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, à l'époque où
les gens se foutaient de la gueule de ce manga alors qu'il était même pas encore sorti. Il y avait juste une annonce d'un nouveau manga qui sortira en mettant en scène ce personnage et tout. Et c'était l'époque où le Shonen Jump au Japon commençait à perdre certains de ses gros titres. Je sais plus exactement si c'est cette période-là, mais My Hero Academia c'était terminé ou arrivé sur sa fin. Idem pour Jujutsu Kaisen et certainement d'autres. Et donc ça commençait à y avoir un vide, cette nouvelle génération de mangas commençait à se terminer, et il fallait qu'une nouvelle arrive et prenne le relais. Et voilà, il y a eu l'annonce de Kagurabachi, donc un personnage brun, ténébreux, mystérieux, qui se bat au katana, qui laisse pas transparaître ses émotions, une espèce de Sasuke trop dark, trop balèze avec des épées. Et donc à l'époque, tout le monde se foutait de la gueule du personnage et du manga. Mais ironiquement, dans le sens où c'était même pas encore sorti et tout le monde disait waouh, ça va être le nouveau manga ultime, ça va dépasser tous les piliers du monde du manga. Avant même que le chapitre 1 soit sorti, il y avait déjà des fakes annonces d'animé et tout. Enfin, les gens se prenaient vraiment au sérieux, c'était vraiment un très bon enfant. Et indirectement, ça a fait énormément de pub au manga, parce que si vraiment il n'y avait pas tous ces trolls-là, le manga, je pense pas qu'il aurait été autant mis en avant, et ben, il cartonne. En tout cas, au Japon, il cartonne. Là, on vient juste d'avoir le tome 1 qui vient de sortir en France, du coup, et que j'ai lu, et que j'ai apprécié lire. Alors ça, c'est une jaquette un petit peu brillante, j'imagine que vous devez le voir. Elle est exclusive au premier tirage de la série, donc le manga, il est sorti il y a moins de 2 semaines, donc je pense que vous pouvez encore vous l'acheter dans vos librairies préférées, mais sinon, après, il a le... Je dois l'avoir là. Oui, voilà. Sinon, la jaquette, elle ressemble à ça. Donc Kagurabachi, ça parle de Kua. Ça parle... Oh non, par contre, j'ai pas les prénoms, c'est fou. À chaque fois que je lis un manga, j'ai toujours trop du mal à me rappeler des prénoms. Chihiro, putain, c'était pas compliqué de se rappeler de ça. Chihiro. Donc Chihiro, aspirant, forgeron, donc, avec son papa, lui, qui est forgeron, qui va taper le métal, mais qui va surtout créer des katanas, et on apprendra dans l'histoire. Donc je vous parle seulement du tome 1. On en apprendra dans l'histoire que le papa de Chihiro a créé 6 katanas, voire 7, puisque... Enfin... Oh putain, c'est trop mal agencé dans ma tête. Donc, il a créé 7 katanas qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Hein, et comment t'expliquer ça? C'est pas simplement des katanas qui tranchent. Ils sont un petit peu plus balèzes. Je vais pas t'en dire trop pour te laisser la surprise. D'ailleurs, je le dis maintenant parce que je risque de l'oublier. Alors, toutes les œuvres dont je parle dans ce genre de vidéo, il n'y a pas de sponsor, d'accord? Mais c'est juste que comme pour bref, c'est un bon plan de vous dire que l'épisode 1 est gratuit sur YouTube. Kagurabachi, les 3 premiers chapitres sont disponibles gratuitement et en français sur l'application Manga Plus. Il y a beaucoup de mangas là-bas où à chaque fois les 3 premiers chapitres et les 3 derniers sortis, traduits en français, sont disponibles. Donc vous pouvez vous faire une idée sur le manga et lire ces 3 premiers chapitres avant de l'acheter par exemple. Donc voilà, son papa il a créé 7 sabres un petit peu spéciaux, et on vit dans un monde où tout le monde, donc ça se passe au Japon, il y a pas mal de gens qui ont des katanas, c'est un petit peu légal de se balader avec ça, et il y a aussi des gens qui ont des pouvoirs. Des pouvoirs, comme dans One Piece, comme dans Naruto, ils ont des pouvoirs de combat, c'est un manga de combat. Et un jour, le père de Chihiro se fera voler ces 6 katanas qu'il a créés. C'est des trucs balèzes, c'est des espèces de reliques, elles sont scellées, parce que si tu les mets entre les mains d'une mauvaise personne, ça peut être très dangereux pour le monde. Et donc la quête de Chihiro sera de retrouver les gens qui ont volé ces katanas, dans le but de retrouver ces katanas. Et Chihiro, il en possède un sur lui-même, c'est le 7e katana, qui n'est pas référencé, auprès des gens qui ont volé les 6 premiers. Et donc il va se retrouver à faire cette quête-là, et à essayer de les retrouver. Alors, c'est le résumé gros. J'ai lu le tome 1, c'était assez sympathique à lire, c'était assez rigolo. Il y a un personnage que j'ai pas le nom, je suis désolé, j'ai pas le nom, mais il est blond, il a une petite mèche comme ça qui tombe, il est assez costaud, qui a toujours des répliques un peu connes, un peu décalées, un peu... Et pourtant, c'est pas non plus le sidekick forcément, mais il passe bien. Et alors, je vous avoue que le tome 1, quand je l'ai lu, c'était correct, c'était pas non plus une dinguerie, mais je me suis dit... Je suis quand même un petit peu... Parce que là où il s'arrête, le tome 1, la dernière page, t'as très très envie de voir la suite. Donc je dois avouer que j'ai pris un petit peu d'avance sur... le tome 2, il est censé sortir plus tard en France. J'ai pris un petit peu d'avance, je suis allé lire la suite. Et je dois avouer que la suite... Eh bien là ça part vraiment, mais de suite, dès le prochain chapitre, à la fin du tome 1, là ça part vraiment, et la suite s'emballe, et s'emballe, des Janeiro, et ça s'arrête jamais en fait, et c'est assez agréable. Ma lecture est très très sympathique pour l'instant. Je
peux comprendre que ça cartonne au Japon. Pour l'instant, c'est assez tranquille dans le sens où il n'y a rien d'incroyablement surnaturel et tout. Pour l'instant, voilà, là, dans ma lecture, j'en suis certainement qu'au tome 2 ou qu'au tome 3. Mais ça perd pas de temps. Ça avance bien, on nous met en place des nouveaux persos, des pouvoirs particuliers, tout ça. Évidemment, je vais pas vous spoiler ici. Mais ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si vous aimez bien les shonen... bien que ça coupe pas mal des têtes. Je sais pas, attends, comment ils disent? Shonen ou seinen? C'est dans Kana Dark. Ah, ça devrait être plutôt dans les seinen alors. Je dirais que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Je pense que c'est quelque chose. Je te le dis, quand ça sortira en animé, ça va cartonner. Enfin, on croise les doigts pour qu'il nous fasse pas la même chose qu'avec Sakamoto Day, qui est une catastrophe. Putain, l'animé qui rend tellement pas honneur au manga et qui est en train de tout gâcher. Mais à mon avis, Kagurabachi, c'est trop. Ça trop d'aura. Tu vois, ça, à mon avis, l'animé quand il sortira, ça va faire beaucoup de bruit et là le manga va péter des scores. Bien que depuis son lancement en France, il atteint pas mal de records. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur l'application Manga Plus pour lire les 3 premiers chapitres. Je pense que vous vous ferez facilement une bonne idée de l'histoire et du style de dessin. Au début, j'avais un peu de mal avec le personnage principal qui avait toujours l'air blasé, tu vois. Il était comme ça là, avec les yeux comme ça là, et limite on voyait juste le bas de ses pupilles tellement il était comme ça tout le temps. Et là, maintenant qu'il est vraiment poussé dans ses retranchements parce qu'il fait des combats un peu balèzes, là, ça lui va bien. Putain, je suis en train de dire qu'il est juste brun ténébreux, Dark Sasuke, que ça lui va bien. Ben ouais, j'avoue, ça lui va bien. Ça matche bien. Ok, ça marche sur moi. Je suis faible. En termes d'animé, j'ai rien à vous proposer aujourd'hui, donc je vais passer vite. Sachez juste que je suis en train de me faire tout IQ, le manga de sport sur le volleyball, parce que ça fait quelques temps que je fais du volley aussi de mon côté pour le loisir, tous les lundis soirs, et je me régale. Bah, je vais pas vous mentir, c'est IQ qui m'a donné envie de faire du volley, mais c'est très bien le volley, c'est vraiment très bien, je vous recommande, essayez ça à l'occasion. Donc je finis IQ et je vous en parle très certainement le mois prochain. Et il y a aussi, ça fait longtemps qu'on me conseille Solo Leveling. Là, je vais m'y mettre. Là, on me dit que la saison 2, c'est incroyable et tout, ça vaut trop le coup. Bon, voilà, je vais m'y mettre et certainement que je vous en parle le mois prochain ou le mois suivant. Mais sinon, j'ai rien à vous dire aujourd'hui. À part, oui, mais ça date pas de février, mais regardez Dandadan. Non, mais regardez vraiment Dandadan, parce que la suite, là, va pas tarder à arriver. Je crois qu'elle arrive dans 4 mois, un truc comme ça. Mais regardez Dandadan. Vraiment. Je te promets. Je te jure que c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Bien que j'ai aussi lu le manga, donc je suis à jour dans le manga. L'animé censure quand même certaines choses, mais l'animé sublime énormément le manga. Bien que les dessins dans le manga sont magnifiques, hein. Il y a des doubles planches des fois. Waouh, c'est juste trop beau. Tu prends 1 minute à tout étudier, tout regarder. C'est vraiment de la pure beauté. Mais l'animé, ouais, l'animé. Bon, franchement, vous avez rien à regarder ce soir, vous voulez vous faire un petit animé, et Dandadan, vous l'entendez de loin, vous savez pas trop quoi en penser. Allez-y, hein. Mais allez-y, les yeux fermés. Alors, c'est particulier, hein. C'est un délire très particulier. Dès l'épisode 1, tu vas comprendre que c'est très space, sans mauvais jeu de mots. Que ce soit dans le style graphique, hein, parce que ça met en scène des yokai, des monstres et des aliens. Donc, style graphique et niveau couleur qui pète, c'est très space. Mais ça ose montrer des choses. Dès le premier épisode, tu te dis, ouah, mais ça y va, quoi. D'accord, ok. Non, mais vraiment, très très conseillé. Foncez, vous allez vous régaler, c'est très bien. J'ai très hâte de la saison 2. On en parlera plus approfondissement. Ma phrase ne voulait rien dire, c'est terrible. On en parlera plus en détail quand la saison 2... Je sais pas si c'est la saison 2 ou la partie 2 de la saison 1, mais bref, quand la suite sortira. Pour avoir lu le manga et savoir ce qui se passe ensuite, très hâte de voir l'animé. Ah oui. Allez-y, les yeux fermés. En termes de film, j'ai vu que sur Netflix était sorti Le Garçon et le Héron. Je l'ai pas vu encore, mais ça sera certainement le film que j'aborderai le mois prochain, parce que je vais le voir là dans la semaine prochaine, certainement. Je vais le regarder, parce que je l'ai loupé quand il est passé au cinéma. Je suis trop dégoûté, et ça fait longtemps que je veux le voir. Donc, le dernier en date de Miyazaki, je le verrai et je vous donnerai mon avis. Enfin, si je considère vraiment qu'il y a quelque chose à dire dessus. Mais sinon, hier, je suis allé au cinéma voir un film qui s'appelle The Brutalist. C'est un gros morceau, hein. C'est un très très gros morceau. Je te promets que je suis sorti de la salle, j'avais l'impression de m'être fait... le film m'a littéralement roulé dessus. Un film de 3h30 ou 3h40, je sais pas. En version originale sous-titrée. J'ai douillé. Même l'histoire, tu vois, je vais te faire le résumé.
Tu vas te dire, oula, mais c'est quoi ce film que tu allais voir, hein. On parle là d'un juif qui a réussi à s'échapper de la Deuxième Guerre mondiale, du coup, et qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui débarque aux États-Unis dans l'espoir de profiter tu sais, le cliché du rêve américain, le American Dream, pour repartir à zéro, faire fortune et tout ça. Et lui, son kiff dans la vie, son gros coup de cœur, son plaisir et le truc pour lequel il est vraiment doué, c'est l'architecture. Vraiment, il crée. D'accord. Donc on va suivre un architecte juif aux États-Unis qui va essayer de se faire une place. Alors évidemment, j'insiste un petit peu sur le fait qu'il soit juif parce qu'il va vivre beaucoup d'antisémitisme pour le coup, qui va souvent le remettre à sa place et lui faire se poser plein de questions sur le fait est-ce qu'il est à sa place justement ou pas, puisqu'il va rejoindre un membre de sa famille qui lui s'est installé aux États-Unis depuis un moment et il va comprendre que il a abandonné son nom de famille, il a abandonné sa religion pour s'intégrer un petit peu dans ce pays qui est assez conservateur pour le coup. Et voilà, l'histoire, ça va être qu'il va se faire repérer par une personne très très riche, parce qu'en fait, il va être employé pour lui faire sa bibliothèque chez lui. Et c'est très agréable à voir comment le film met en place voilà, ce côté architectural, comment il va construire la bibliothèque, et tu vois le résultat fini. Le film est vraiment filmé d'une manière très particulière, je reviendrai juste après là-dessus, il faut surtout pas que j'oublie. Mais donc c'est assez kiffant, je suis pas le plus grand fan d'architecture, mais c'est assez agréable de se laisser porté par un sujet que je côtoie pas forcément dans la vie de tous les jours et sur lequel je suis absolument pas pro, mais d'arriver à trouver de la beauté dans les images que le film me montre. Et donc, bref, le gars qui à la base a demandé à la bibliothèque, pas satisfait, il s'en foutait, il a dégagé, et puis après il a vu dans les journaux que en fait sa bibliothèque, waouh, elle est reconnue, c'est une petite œuvre d'art et tout, donc il va le rechercher, il va lui demander de créer un énorme building, une espèce de grand centre commercial, tout ça. Et donc tout le film sera un petit peu voilà la création de ce gros bâtiment, sa mise en place et surtout sa construction en fait. Et on va suivre ça, l'aventure de cet homme qui va donc faire naître ce bâtiment dans un style brutaliste, hein, d'accord. Je connaissais pas le brutalisme jusqu'à maintenant, hein, je l'ai compris avec le nom du titre, hein. Voilà, c'est ce style de bâtiment très très compact, très gris, très brut, sans mauvais jeu de mots, tu comprends. Et je pense que le nom du film The Brutalist ne fait pas seulement référence au style architectural et au bâtiment, mais plus au choc qu'est cette arrivée aux États-Unis, brutale dans le sens où on y va avec les étoiles plein les yeux et en fait la réalité le rattrape et il se rend compte que tout n'est pas aussi beau et il va lui arriver des choses dans le film qui seront vraiment pas agréables du tout et qui vont le faire être désespéré quoi. Et à côté de ça, on va suivre aussi le fait que sa femme, enfin on va pas le voir, mais sa femme et sa nièce sont restées en Europe par rapport à la guerre, et pendant toute la moitié du film, on la verra pas, mais ça sera un petit peu son but, c'est que les deux puissent le rejoindre aux États-Unis pour que lui il puisse les mettre à l'abri. Et j'ai encore 1000 choses à dire pour raconter l'histoire du film, mais je pense que c'est un assez bon résumé, je sais pas si ça donne envie. En tout cas, moi, j'y suis allé sans connaître du tout le sujet du film, parce que moi, j'aime bien aller au cinéma sans voir les bandes annonces et tout, parce que vous l'aurez certainement compris, avec ma vidéo précédente, j'aime pas trop être spoilé. Et je ne dis pas que les bandes annonces ça spoil, bien au contraire, ça tease plutôt, ça donne envie d'y aller. Mais des fois, j'aime bien aller en ne sachant rien du tout, mais alors rien, juste que, le film a gagné des récompenses, nanani nanana, ou alors, le film est cool. C'est tout, voilà, c'est tout. J'y vais. Eh ben ouais, je me suis pris une claque. Le film était très lourd, 3h30. Il y avait une entracte. Putain, c'était la première fois de ma vie, je crois, qu'au cinéma j'ai vécu une entracte. C'est-à-dire que au milieu du film, il y a un écran qui dit entracte, et puis il y a un timer qui s'affiche de 15 minutes, un compte à rebours, et pendant 15 minutes, la salle se rallume, et tout le monde se lève, et tout le monde marche un petit peu, tout le monde va aux toilettes, tout ça. C'est vrai que je crois qu'on avait besoin de souffler un petit peu parce que le film est très long, très long. Enfin, c'est assez particulier parce que je suis certainement comme vous, hein, j'ai été parasité par les réseaux sociaux et surtout TikTok et maintenant ma capacité d'attention a été réduite ces dernières années. Donc je suis comme vous, hein, je me lasse assez facilement, je peux m'ennuyer plus facilement qu'il y a certaines années. Et pendant le film, j'ai senti que le film était lent, j'ai senti les moments de longueur et pourtant, le tout est passé très vite. C'est particulier ça. Moi ça m'arrive très souvent pendant un film de regarder l'heure parce que je me dis putain mais ça va faire 2 heures que je suis là et tout, on en est où? Là j'ai pas voulu regarder l'heure, j'ai pas piqué du nez alors que pourtant non déjà j'étais un peu crevé de la veille, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que je suis quelqu'un qui
qui pique du nez très facilement, ça me pourrit la vie, mais c'est comme ça, et surtout quand je lis, et ceux qui sont en stream régulièrement sur Twitch avec moi savent que quand je fais des visual novels et il n'y a que du texte, c'est catastrophique, au bout de 20 minutes, 30 minutes, je pique du nez, je m'endors, enfin c'est horrible ce qui se passe, et là c'était 3h30 de sous-titrage non-stop, et alors là, mais j'ai été maintenu en haleine par le film tout le temps, et pourtant c'est pas un film d'action, hein. C'est pas un film waouh, t'es en mode qu'est-ce qui se passe et tout, c'est très lent, c'est vraiment l'histoire d'un architecte qui va juste faire les plans et construire un bâtiment. C'est vraiment très posé, c'est très tranquille. Et pourtant, j'ai quand même réussi à être happé par le film, par son histoire, et par sa narration et par tout ce qui gravitait autour. Et ouais, j'ai passé un excellent moment. J'ai passé un super moment, c'était trop bien. Je ne le reverrai pas, certainement que je le reverrai pas ce film. Je pense que c'est le genre de film qui se voit qu'une fois. Et surtout, je crois que c'est le genre de film qui se voit au cinéma. C'est un grand film de cinéma. D'accord. Il y a des fois, il y a des films, je dis, ça peut m'arriver de dire, waouh, lui, il faut vraiment le voir au cinéma parce que c'est un film d'action où ça pète de tous les côtés, les effets spéciaux sont ouf, et je sais que je veux trop aller le voir en IMAX sur le meilleur écran, tu vois. Là, c'est pas pareil. C'est un grand film de cinéma qu'il faut voir au cinéma. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que si jamais il était passé à la télévision ou il passait sur Netflix ou quoi, j'aurais abandonné au bout de 15 minutes, je pense. J'aurais pas eu le courage ni l'envie de m'y mettre. Là, le fait d'être séquestré, mais je l'ai demandé, hein, dans cette pièce de cinéma, sans pouvoir avoir accès à mon téléphone, rien. Je suis faible, hein. Je suis vraiment quelqu'un de faible, et j'ai besoin de ces artifices-là pour m'obliger à voir un film de 3 heures d'affilée, parce que chez moi, je sais que je vais mettre pause, je vais avoir envie d'aller voir les notifs sur je sais pas quel réseau social, j'ai envie d'aller jouer à Pokémon Pocket et tout. Vraiment, c'est terrible, j'ai vraiment du mal à me concentrer pendant 3 heures d'affilée sur le même truc, donc je m'oblige à aller au cinéma exprès pour que ça me conditionne, et si vous êtes dans la même situation que moi, je vous invite fortement à essayer de faire de même. Donc ouais, si c'était passé à la télé ou sur une plateforme de streaming, je l'aurais pas regardé. Je pense vraiment que c'est le genre de film qui se voit au cinéma une fois, et je pense aussi que c'est le genre de film qui divise, très certainement. J'ai pas trop regardé les critiques, mais je suis quasi sûr que c'est soit tu aimes, soit t'aimes pas. Moi j'ai aimé, et je crois que je vais avoir besoin de le digérer, hein. Je l'ai vu hier, hein. Et je vais avoir encore besoin de quelques jours pour me rendre compte de tout ce que j'ai vu et comprendre et faire le lien, parce que sur 3h30, voilà, faut faire le lien de tout, mais ouais, faut le digérer ce film. Mais je peux comprendre totalement que les gens trouvent ça vraiment chiant, nul. Non, pas nul, on peut pas, objectivement, on peut pas dire que c'est nul, clairement pas. Mais je peux comprendre que les gens s'ennuient et tout. Faut vraiment être dans un mood spécial et savoir que tu vas voir ce genre de film et l'accepter et le prendre comme il te vient. Et là, ouais, là tu passes un moment où ça je m'en souviendrai, c'est un film que je me rappellerai. Bon, avant que j'oublie, la musique est incroyable, il y a vraiment un thème bien précis, surtout le thème qui arrive tout au début, dès que le personnage arrive aux États-Unis et qu'il voit la Statue de la Liberté, et qui est un peu, c'est vraiment un plan qui te déboussole un petit peu, et je crois que c'est l'affiche du film, avec la statue, comme si c'était quelqu'un qui filmait au téléphone, tu vois, et la statue elle est à l'envers et tout, et tu comprends au fur et à mesure du film que ça représente un petit peu voilà, cette Amérique qui était pas aussi belle que ce qu'elle laissait paraître. Et tu vois, elle est à l'inverse de ce qu'elle était vraiment, elle était à l'envers. Et donc la musique, vraiment, elle m'a un peu marqué, mais parce qu'elle est très agréable à entendre, et surtout qu'elle est placée à des moments du film impactants. Et l'image, c'est filmé dans un style de pardon, hein, j'ai pas les termes techniques et je m'y connais pas assez en cinéma pour vous dire ce que c'est, mais il y a du grain sur l'image. Et c'est filmé, on dirait que le film a été filmé il y a 50 ans, tu vois. À la pellicule, tu vois, avec des petits défauts sur l'image. Donc je t'ai parlé du grain, voilà. Mais c'est vraiment très agréable. J'ai vraiment cette sensation de... comme quand je joue à des jeux vidéo sur mon PC, sur émulateur, et que j'active un petit filtre qui recrée le style VHS, le style des télécathodiques de l'époque, parce que c'est voilà, c'est ma nostalgie, et je trouve que ça donne plus d'âme et d'aura au jeu. Ben là c'est pareil pour le film, voilà. Cette espèce de grain, mais tu sais les petits points blancs qui apparaissent par-ci par-là, ou alors une espèce de petit poil, tu vois, un espèce de poil sur la bobine qui reste une fraction de seconde. À la limite, on aurait pu avoir, tu sais, les ronds en haut à gauche, qui signifie qu'on va passer d'un plan à l'autre. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi, à mon époque, mais quand j'étais tout jeune, hein, c'est plutôt l'époque de mes parents, il y avait ça, et je demandais à mes parents, mais pourquoi des fois il y a un rond en haut à gauche? Ils me disent, parce que sur la pellicule, c'est pour savoir quand couper, pour passer à la scène suivante. Bref, donc ça rajoute vraiment une aura très particulière au film, le fait que ce soit vieillot visuellement, mais le film n'est pas flou, je veux dire, hein, d'accord, c'est filmé dans une qualité de fou. Et pour un film qui veut montrer des architectures, des bâtiments et des gros paysages, il te fait des grands plans
mais titanesque, de grues, de collines et tout, et c'est... ouais, c'est aussi une raison pour laquelle il faut le voir sur grand écran, ce film. Voilà, j'ai passé un excellent moment, c'était formidable. Et je pense que je vais l'apprécier encore plus dans la semaine prochaine en y repensant, parce que j'y repense encore un petit peu, et ouais, je crois avoir vu un vrai film de cinéma. J'avais vraiment cette sensation, c'était trop kiffant. En termes de jeux vidéo, c'est compliqué les jeux vidéo, hein. Je sais pas si je pourrais à chaque fois vous parler d'un jeu vidéo bien précis. Je vais surtout vous parler à chaque fois plutôt d'un stream perso que j'ai fait sur Twitch. Je me suis fait en let's play un jeu qui s'appelle Zero Escape, mais l'opus 2. Voilà, j'avais déjà fait l'opus 1 l'an dernier, mais l'an dernier je faisais pas ce genre de vidéo pour en parler. Mais c'est clairement le même style de jeu. C'est des, je crois que c'est le genre de jeu on peut appeler ça des death games, des espèces de jeux de la mort. C'est un peu comme les Danganronpa. Putain, si vous connaissez pas Danganronpa, j'ai découvert ça, voilà, sur les 4 dernières années. Depuis 2020, je me suis fait tous les Danganronpa, tous, avec l'animé compris, les spin-offs. J'ai tout fait de l'univers Danganronpa, sauf les romans. Sauf les romans. Et Danganronpa, faut tracer là, faut y aller de suite. Je crois que c'est vraiment trop sous-coté, pas assez connu, et c'est une bombe nucléaire le machin. C'est trop de l'écriture, mais comme jamais. Tu vois des ascenseurs émotionnels que t'as pas dans des films ou dans des séries. Je te promets, Danganronpa, faut y aller. Alors si, par le plus grand des hasards, tu ne peux pas te faire le jeu par toi-même. Il y a mes rediffusions sur YouTube où tu peux regarder mon commentaire et mes reacts. Mais voilà, ce genre de death game comme Danganronpa, comme Your Turn to Die aussi, que j'ai fait en live, que les rediffs sont sur YouTube, et bien voilà, j'ai découvert The Nonary Game. Alors, ça c'est l'opus 1, The Nonary Game 999. Voilà, c'est l'histoire de 9 personnes qui sont enfermées dans un lieu, ils savent pas pourquoi, ils doivent en sortir. euh, et voilà. Et il y a des gens qui tuent les autres gens, et il y a des missions à faire, il y a des espèces d'escape game et tout, voilà. Et moi j'avais fait ce jeu-là l'an dernier, et cette année j'ai fait la suite parce que le patch français est sorti. Tu te doutes bien que c'est des jeux qui durent 40 heures, 50 heures, tu peux pas. Enfin, toi peut-être, hein, mais moi je peux pas jouer en anglais, surtout où c'est un jeu, c'est un visual novel, les dialogues sont beaucoup trop importants. Donc j'attends toujours patiemment que les patchs français sortent, et merci à ces gens bénévoles qui font ça gratuitement et qui nous offrent des patchs français sur des jeux qui n'en ont pas officiellement et qui nous permettent de les découvrir et de les faire partager. Trop bien. Alors ce jeu-là bien précis dans l'univers des Death Games est particulier parce que il a plein de scénarios différents. Tu pars d'une base du début, et puis en fonction de tes choix, bah, tu vas avoir des embranchements différents. En fonction de tes choix, tu vas en avoir d'autres, et ça te fait une espèce une racine, un arbre, tu vois, avec plein de choix différents. Et en cours de jeu, tu as tout le temps accès à cet arbre-là. Tu vois toujours en cours de jeu où est-ce que tu en es, dans quelle timeline, si je puis dire, tu es en cours d'histoire. Et après, à chaque fois que tu finis une timeline, alors tu finis soit sur un game over, soit sur un game over, eh ben, du coup tu reviens à un des points d'embranchement, et après tu fais le choix différent, et puis tu as l'histoire, tu as une autre histoire qui se raconte, parce que tu pars dans une direction différente, mais ça te donne des éléments de compréhension pour l'histoire en parallèle, où tu disais, tiens, mais il a parlé de ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout, et en fait c'est vraiment un jeu. Ne crois pas qu'il faut faire juste une route, et c'est fini, et les autres routes elles appartiennent aux autres personnes. Non, non, le but du jeu justement c'est de faire absolument toutes les routes, et c'est quand t'as fait toutes les routes que là t'as tout le mystère qui se résout, et c'est trop bien pensé. Alors l'idée est excellente, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas bien pensé en mode l'idée est bonne, c'est trop bien réfléchi, c'est trop bien écrit, c'est franchement, hein, j'ai pas peur de le dire parce que ça m'a vraiment surpris à plusieurs reprises, c'est du génie. C'est du génie d'écriture, c'est vraiment trop intelligent. La manière dont c'est amené, la manière dont ça te fait jouer, la manière dont ça va te un peu jouer avec l'imagination que t'as des codes du jeu vidéo et tout. Franchement, ça te prend par surprise plus d'une fois, et à chaque fois tu dis mais quoi? Et pourtant tu vois vers où ça va se diriger, donc t'essayes d'anticiper, et le jeu il dure 40 heures, donc t'as le temps de te dire bon alors j'ai ma théorie, il va se passer ça, 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 et à chaque fois tu te dis mais quoi? C'était ça? Mais putain, je l'ai pas vu venir, mais c'est trop bien et tout. Si t'es pas spoilé, tu peux pas ne pas être surpris. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas être surpris. Donc grosse recommandation, ce genre de jeu. Voilà, les Death Games. Donc Danganronpa, excellent, excellentissime, mais vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment cette licence, un chef-d'œuvre. You Turn to Die, très très bon. Malheureusement, c'est pas encore terminé le jeu, donc mais très très bon. Et voilà. Et Zero Escape, vraiment très grosse claque. Vraiment, ça chevauche. Enfin, c'est pas loin de Danganronpa, hein, du niveau, hein. C'est complètement
c'est assez différent. Danganronpa, il y a une histoire de procès où à la fin, tu dois désigner un joueur qui va mourir. C'est assez particulier. Là où Zero Escape, il n'y a pas toute cette notion-là de il faut cibler quelqu'un, il faut se méfier. Enfin, si, tu dois te méfier parce que des fois, il y a des gens qui meurent et tu sais pas d'où ça vient. Mais c'est différent. Mais c'est deux jeux, franchement, mes recommandations, mais ultimes en fait. Hein. Vraiment ultimes. Dans ce genre de jeu, dans le top 10 de mes jeux préférés de ma vie entière. Et franchement, Danganronpa et Zero Escape, allez, côte à côte, je les mets dans la même boîte, mais c'est dans mon top 5. C'est obligé que c'est dans mon top 5. C'est sûr même. C'est sûr. Donc je vous les recommande. Et si vous n'avez pas l'argent pour les acheter ou pas envie d'y jouer vous-même, voilà. Mes rediffs sont sur YouTube, c'est gratuit, vous pouvez y aller, ça va vous faire des gros films. Hein. ça va vous prendre des semaines et des semaines pour tout regarder, mais voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, je vous les offre. Allez-y, prenez. Ça me fait plaisir, prenez. Alors, petite recommandation YouTube. Je vous recommande la chaîne YouTube de Sakaru, qui fait des espèces de documentaires liés aux jeux vidéo vraiment très, très recherchés, très sourcés pour le coup. Il va chercher des trucs en japonais qui traduit tout ça. C'est toujours très intéressant. Je suis sûr que parmi toutes les vidéos qu'il a créées, vous allez trouver le jeu, ou la console d'ailleurs, ou l'époque, je sais pas, qui vous intéresse et vous allez apprendre des choses. Et j'en veux pour preuve, sa toute dernière vidéo, il parle de Zelda Ocarina of Time. Quand même, je pense connaître assez bien Zelda Ocarina of Time pour l'avoir fait 1 milliard de fois. Je suis né à cette époque-là. C'est les jeux sur lesquels j'ai fait mes premières mains avec Mario 64. C'est ma période, c'est mon enfance. Et pour avoir fait l'iceberg de Zelda et tout ça, pour avoir vraiment, quand j'étais plus jeune, cherché, recherché vraiment beaucoup d'infos sur ce jeu et tout ça, j'ai quand même été surpris d'apprendre des nouvelles choses que j'avais jamais entendu parler et ça fait que maintenant je considère que mes icebergs sont peut-être un petit peu obsolètes. Mais c'est toujours des belles sources, des mines d'informations ces vidéos. Ça vaut vraiment le coup. C'est bien narré, c'est bien structuré et tu peux pas ne pas apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. Donc voilà, je vous conseille chaudement, par exemple, la vidéo sur Zelda Ocarina of Time si c'est un jeu qui vous parle. Évidemment, si c'est un jeu que vous avez connu et que vous êtes sûr de tout connaître dessus, allez-y. Vous risqueriez d'être surpris. Sinon, j'ai aussi vu une vidéo sur la chaîne principale, grand format de Hugo Décrypte, où il fait une espèce d'interview avec un médecin, je crois que c'est un médecin, je suis pas sûr, un médecin nutritionniste. Bref, ça parle de la bouffe, et ça parle aussi, tu sais, sur la bouffe, t'as le Nutri-Score, hein. Ça va de A, B, C, D jusqu'à E. Il parle un petit peu de ça, de ce que ça représente, ce qu'il faut en penser par rapport à ceux qui l'affichent pas, tout ça et tout. Et alors c'est peut-être parce que j'arrive à un âge où il va falloir que je fasse de plus en plus attention à mon corps, à ce que je mange et à ma condition physique. Mais ouais, cette vidéo m'a parlé et m'a fait changer deux, trois habitudes alimentaires qui je pense ne m'apporteront que du bon. Donc voilà, moi je suis clairement pas un mec qui fait la cuisine, je suis clairement pas un mec qui pense beaucoup à ça, je mange parce qu'il faut manger, je me nourris parce qu'il faut se nourrir, et après je mange bien quand je peux me le permettre, parce que j'adore manger aussi, j'adore le fait de manger, j'adore cette sensation. Pour moi, très sincèrement, sans mauvaise blague ou quoi que ce soit, je pense vraiment que c'est mon top 1 des plaisirs dans la vie, hein. Tout plaisir confondu, même ce que tu t'imagines, oui, très sincèrement, je pense que c'est top 1. Je crois vraiment que c'est le truc sur lequel je prends le plus de plaisir. Quand je mange quelque chose qui est bon et que j'apprécie, ça me crée des souvenirs et je n'ai qu'une hâte de revivre un moment comme ça. Alors, ces moments-là sont encore meilleurs quand ils sont partagés, bien sûr. Hein, les repas, c'est toujours convivial. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo m'a fait changer 2-3 habitudes alimentaires qui pourraient me mettre en mauvaise santé, mais sur le très long terme. Comme j'ai pas envie de mourir jeune, moi j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, je vais essayer de faire attention à 2-3 petits trucs, ça va pas changer mes habitudes de fou, mais voilà. Donc voilà, je vous la recommande, je vous la conseille, ça peut toujours vous parler peut-être. Bon, voilà, je pense qu'on est bon. J'ai acheté les cartes One Piece. Voilà. J'ai acheté des cartes One Piece, regardez ce display comme il est beau. Waouh, j'ai acheté un display scellé. En fait, pour tout vous dire, d'ailleurs il est quelle heure là? 17h, ça va. Dans 3 heures, je vais les ouvrir sur Twitch en live, parce que j'abandonne le TCG Pokémon, je le boycotte, ça y est, j'en peux plus. Je suis trop dégoûté de ce qui s'est passé avec Évolution Prismatique. C'est une honte, c'est une catastrophe ce qui se passe.
trop peu de stock, trop de gens qui se battent, qui font la queue, mais surtout qui se battent. Et je sais que vous les avez vus, vous aussi, ces vidéos sur les réseaux sociaux où les gens, ils courent à travers le magasin, ils en prennent plein. Enfin, vraiment, c'est dégoûtant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sautent dessus pour les revendre, parce que justement il y a beaucoup de gens qui en veulent, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés qui en veulent pour leur collection, il y en a beaucoup de gens qui sont passionnés qui en veulent pour avoir le produit, être content, et le plus dur c'est quand dans ces moments-là je croise le père de famille qui est avec son petit ou sa petite et qui viennent juste pour acheter 2 boosters, une petite boîte et qu'ils ont rien et oh là là, et le petit il est effondré, mais si j'avais vécu ça quand j'étais petit j'aurais été dégoûté quoi, et vraiment je suis dégoûté qu'il n'y ait pas plus d'impression, plus de produits disponibles, ça me rend fou, vraiment ça me rend fou. Donc voilà, donc la série Prismatic c'était une série, ça fait très longtemps que je savais qu'elle allait sortir et ça fait très longtemps que j'avertissais un peu les gens autour de moi qui aiment bien ça comme moi de se préparer parce que ça allait être la guerre, mais ça a été tellement plus que ce que j'imaginais, et vas-y c'est bon. J'en suis dégoûté de cette série. Je sais pas, la seule chose que j'ai pu récupérer, c'est une petite boîte comme ça, une mini-tin Noctali, et un ETB que je vais garder scellé. Mais moi à la base je voulais en ouvrir des cartes, je voulais en ouvrir sur Steam et tout, sur Twitch. Je voulais en ouvrir sur Twitch et tout, et j'ai pas réussi à mettre la main sur la moindre quantité nécessaire pour le faire, et j'ai vu trop de gens s'engueuler, trop de gens se battre, trop une espèce de tension et tout, et je pense pas que Pokémon ce soit fait pour ça à la base, c'est fait pour faire rêver et tout, et là j'ai vu des trucs que je voulais pas voir, et vas-y c'est bon, vraiment je suis trop dégoûté, donc soit Pokémon reprenne ça en main, et vas-y, il y a du stock à foison, à en faire déborder les magasins, et là c'est bon, tout le monde en a, peut avoir sa petite quantité qu'il veut, soit j'arrête. Je veux plus mettre de l'argent là-dedans, je veux plus financer un truc qui me rend aussi triste, donc je suis dégoûté. Et comme je suis quelqu'un qui est très très fan de One Piece depuis quelques années, t'as pas idée à quel point je suis surfan, et ben le TCG est arrivé en français de One Piece, officiellement, là, le mois dernier. On a commencé avec la série 09, et celle-ci, c'est une série qui reprend pas mal de cartes des 8 premières séries, et j'ai très hâte de me les ouvrir. Bon, ça n'a pas la même aura, ça n'a pas la même classe que les cartes Pokémon, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Là, au moins, je sais qu'au One Piece, il y a un peu moins de gens qui se jettent dessus. Mais le problème, c'est que les TCG, ça a tellement, à cause de Pokémon, il y a tellement de spéculation là-dessus que même One Piece, pendant les 3 premières semaines, j'en trouvais nulle part. Et tout le monde disait non, on en a plus en stock, on a été dévalisé et tout. Alors que je sais que la plupart des gens, ils s'en foutent du TCG One Piece. Ils l'achètent juste parce qu'ils se disent waouh, c'est One Piece. Waouh, c'est la première génération de boosters en français, donc peut-être que dans 20 ans, ça va être comme le set de base Pokémon, ça va se revendre 30 000 balles, et je suis dégoûté de ces gens-là. Mais bon, on peut rien faire, ça existe depuis toujours, les scalpers, et ça s'arrêtera jamais. Mais je souffle très très fort. Bon, sinon, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que je pourrais vous parler de plus? Ah oui, putain, je voulais vous parler de fesses. Putain, c'est vrai. Je savais pas si j'allais vraiment en parler dans la vidéo ou pas. J'ai acheté des toilettes japonaises. J'ai acheté des toilettes japonaises, et je voulais vraiment en parler, non pas pour me la péter, mais plus pour vous dire à quel point ça a changé ma vie. Et le truc, c'est que les gens qui y a autour de moi, genre mes potes, ils y croient pas trop à ce que je raconte et tout, donc je me dis peut-être que vous êtes plus ouverts d'esprit, et vous allez peut-être un peu plus me croire. Mais en fait, l'idée m'est venue. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui va aux toilettes très régulièrement. Trop. Déjà trop. Au moins une fois par jour, ça c'est évident, voire 2 fois par jour. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est trop bizarre. Mais voilà. Et puis il y a des jours où je suis un peu patraque, je suis un peu malade, et c'est peut-être 4 ou 5 fois par jour. Et quand tu y vas 4 ou 5 fois par jour et que tu t'essuies les fesses, bah au bout d'un moment, ça commence à s'irriter un petit peu, et ça fait bobo. Et les jours où j'ai une intoxication alimentaire, et là je suis obligé d'y aller 15 fois dans la journée parce que c'est un geyser, hein, c'est un volcan, le truc, c'est de l'eau qui coule, il faut y aller. Ben à force, ouais, tu t'irrites, tu fais mal, tu saignes un petit peu. Et c'est ce jour-là, c'était l'an dernier, je crois. Ouais, j'avais fait une intoxication et je me suis dit, mais là c'est terrible. Parce que je pouvais plus utiliser du PQ sur moi, et j'étais obligé d'aller à la douche pour me laver parce que le contact du PQ était en train de vraiment trop me blesser, en fait, littéralement. Hein, je te le dis, sur le papier, je voyais qu'il y avait. La couleur dominante était le rouge, quoi. Et c'est pas bon, ça. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse un investissement. Et j'ai acheté les toilettes japonaises, donc, qui t'envoient un jet d'eau entre les fesses pour te laver. Oui, c'est comme ça, c'est un fait. Que je connaissais déjà, les toilettes japonaises, puisque je suis déjà allé au Japon, j'ai pu en tester. Et quand j'étais au Japon, pour moi, c'était plus gadget. Voilà, c'était plus, je suis au Japon, il faut le faire et tout, mais c'était plus gadget. Et bien là, maintenant que je les ai à domicile tout le temps, c'est les miennes, tu vois, c'est mes toilettes à moi, il n'y a que moi qui les utilise. Ça m'a changé la vie.
Vraiment, c'est trop pratique. C'est voilà, dès que j'ai fini, petit jet d'eau dans les fesses. Alors évidemment, je choisis la puissance du jet d'eau, l'intensité, la chaleur et le positionnement. Et bon, alors c'est vrai qu'il m'a fallu peut-être 1 ou 2 semaines pour m'adapter, pour m'habituer. Maintenant, c'est acté, hein, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Il y a rien de bizarre à ça. Et par contre, j'utilise un petit peu de papier, mais très peu, 2 feuilles, pas plus, juste pour m'essuyer. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pris des toilettes de luxe. J'ai pris des toilettes avec un sèche-cheveux intégré. Enfin, du coup, c'est pas un sèche-cheveux, c'est un sèche-fesses. Mais voilà, il y a un petit séchoir qui s'active quand j'appuie sur le bouton et ça me sèche un peu les fesses. Et du coup, à la fin, c'est la petite finition, juste, je passe le papier pour enlever la légère humidité qu'il y a et j'en profite un petit peu pour m'essuyer, quoi. Juste pour vérifier que ce soit bien propre. Et à chaque fois, le papier, il est juste un peu humide, un peu, mais il y a rien, il y a pas de traces. Et je me sens trop propre. Je me sens giga trop propre. C'est vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour vivre autant d'années avec en étant pas aussi propre. Maintenant, quand je vais chez d'autres personnes, quand je vais au restaurant et que je vais aux toilettes, déjà, je suis en mode oh putain, mais oui, c'est vrai, il faut s'essuyer comme ça. Putain, vas-y, ça va prendre le temps qu'il faut y aller. Putain, 1, 2, 3 papiers encore. Putain, ça s'arrête jamais et tout. Et et même quand je considère que ça y est, j'ai fini de m'essuyer, je me sens pas propre du tout. Je me sens un peu, je sais que c'est pas aussi immaculé que ça devrait l'être, tu vois. Mais ça, vraiment, vous pouvez le comprendre que quand vous le vivrez. Et waouh, le Japon, et certainement d'autres pays qui utilisent l'eau pour se laver après les toilettes, je suis désolé, ils sont en avance complet sur nous, hein, c'est pas normal en fait. Quand tu prends du recul sur la situation, c'est pas du tout normal de s'essuyer, de s'étaler ce que t'as entre les fesses. Non, non, c'est tellement logique de s'essuyer, enfin de se laver avec de l'eau. Donc peut-être que j'ai ma consommation d'eau qui augmente un petit peu, mais indirectement, je consomme 3 fois moins de papier, donc j'en achète moins. J'imagine que ça peut se rééquilibrer un petit peu, mais là c'est un autre débat, je comprends pas pourquoi. Alors peut-être pas le jet d'eau qui va dans mes fesses, lui ça me dérangerait qu'il soit. Enfin, je préfère qu'il soit propre. Mais par contre, l'eau des toilettes, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2025, on n'ait pas encore un système qui recycle, je sais pas, l'eau du robinet de la cuisine ou l'eau de la douche. Parce que l'eau des toilettes, elle est potable. Tu la bois pas. Tu l'utilises pour tes chiottes. Enfin, vraiment, il y a des trucs, des fois, quand tu te poses 2 minutes, tu réfléchis, tu te dis, mais c'est une dinguerie ce qu'on vit en fait. Mais comment on peut laisser passer ça? Comment on peut. Alors qu'on pourrait juste faire une espèce de canalisation avec un filtre, tu sais, sous ta douche. Voilà, tu filtres un petit peu pour pas qu'il y ait de cheveux ou quoi. Et voilà, l'eau, bon, un petit peu shampooinée, tout ce que tu veux. Mais elle passe et elle te lave. Voilà, mais bon, bref. C'était un autre débat. Vous voulez qu'on lance le débat sur la chaîne? En parlant de débat, la vidéo de la semaine dernière sur les trigger warnings. Bon. Je me rends compte que c'est le genre de débat que j'aurais dû plutôt avoir en stream à fond, parce qu'en vidéo c'est compliqué dans le sens où il y a des gens qui ont posté des commentaires où j'étais en mode mais putain pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais c'est évident, et j'avais envie de répondre et tout. Bon, j'avais dit que j'allais répondre à pas mal de commentaires et au final euh, j'ai préféré me faire petit parce que déjà il y avait des gens qui m'engueulaient un petit peu, qui me cherchaient un petit peu des problèmes parce que mais parce qu'ils n'avaient pas regardé la vidéo en entier, ils jugeaient juste au titre. Bah, j'avoue que le titre était putaclic, hein. Le titre c'était faut-il supprimer les trigger warnings, entre parenthèses oui. Mais j'ai fait ça exprès pour attirer les gens, pour leur donner envie de s'intéresser au sujet et pour être un peu provocateur, mais que dans la vidéo tu te rends compte que évidemment non, je demande pas à les supprimer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont commenté la vidéo en disant quoi, tu veux le supprimer, mais c'est une honte, et pour qui tu te prends, et nanani, nanana. Et je te demande, mais putain, mais regarde la vidéo. Bon, bref. On dit ne jugez pas un livre à sa couverture, certes. Je peux pas leur en vouloir non plus parce qu'ils. J'essaie de les provoquer. Bon, ben je les ai provoqués. Ils se sont sentis provoqués, mais ça a marché. Pas comme j'imagine, mais bon, ça a fonctionné. Mais donc j'ai changé le titre, donc j'ai écrit oui et non entre parenthèses. Mais ouais, le débat était intéressant, j'ai reçu beaucoup de réponses intéressantes. Je continue dans mon optique de ça serait bien d'avoir la possibilité de cacher les trigger warnings. Voilà, un petit menu qui dit bon, il faut. Je vais pas relancer le débat, évidemment, mais. Les commentaires étaient intéressants. Je pense qu'on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens concernés par les trigger warnings qui étaient étonnamment d'accord avec moi.
puisque je ne veux pas les supprimer, bien sûr, hein, je suis pas complètement fou non plus. C'était intéressant, j'étais ravi de lire tous les commentaires, je les ai tous lus, bien sûr, et je continue à les lire, même demain et dans la semaine, je continuerai à lire, il y en a de temps en temps qui sont postés. Je continue à les lire, c'est assez enrichissant d'avoir le point de vue de chacun. Donc, bah, si à l'avenir j'ai un autre débat à proposer, bon celui-là, ça faisait vraiment plus d'un an qui me trottait en tête et que je savais pas si d'autres gens pensaient comme moi à cette solution-là, et je considère vraiment que c'est une bonne solution. Voilà, encore une fois, par exemple pour Netflix, les trigger warnings sont activés pour tout le monde, mais si toi tu veux les désactiver, tu vas dans l'option et tu dis je ne souhaite pas voir les messages d'avertissement. Voilà, il faut que la personne qui ne veuille pas les voir fasse la démarche d'elle-même d'aller les voir, tu vois. Je dis pas faut les enlever pour tout le monde, et ceux qui sont concernés doivent les activer. Non, je suis quand même, enfin un peu de fair play quoi. Voilà, ça va pas me tuer d'aller dans les options pour désactiver. Donc ça c'est une bonne idée. Pour les jeux vidéo c'est plus compliqué, mais j'aimerais bien, voilà, à chaque début de jeu dire soit comme Doki Doki, dire simplement ce jeu aborde des sujets compliqués, graves, qui peuvent heurter la sensibilité, virgule, renseignez-vous. Voilà, c'est très bien. Soit, et ce que je trouve vraiment parfait, c'est ce jeu aborde des sujets graves. Voici la liste en dessous. Voulez-vous afficher cette liste ? Donc, si t'es concerné, bah, tu les affiches pour te préserver. Si t'es pas concerné, tu t'en fous, tu avances. Et dans le cas où moi, je suis streamer, et c'est quand même un petit peu ma responsabilité de faire gaffe à chacun, eh ben oui, je vais dire au chat, bon ben préparez-vous, je vais les afficher, si vous voulez pas les voir, fermez les yeux, faites comme moi. Et moi, je fermerai les yeux, je les affiche, voilà, je laisse quelques secondes à tout le monde. C'est bon, tout le monde l'a lu ? Allez, c'est bon, clac, je les désaffiche, et on lance le jeu. Et voilà, tout le monde est content pour le coup. Vraiment, tout le monde est content. Sauf la personne qui débarque 1 heure après le début du stream, mais là, je suis désolé, j'y peux rien, je suis navré. Mais voilà, donc ça serait la meilleure solution. Donc, on en reparle dans 5 ans, dans 10 ans, si le sujet a évolué. N'hésitez pas à faire des pétitions, n'hésitez pas à contacter des plateformes de jeux vidéo, des éditeurs, que le sujet se propage un petit peu, ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est tout. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les œuvres que je vous ai présentées aujourd'hui vous donneront envie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines certainement pour une vidéo gaming dans laquelle je tiens un rat dans ma main pendant tout le gameplay. C'est pas une blague, j'ai enregistré cette vidéo, c'était un jeu particulier. Voilà, je vous embrasse tous, merci beaucoup, mettez un like, bien sûr, un petit commentaire évidemment, si vous possédez Amazon Prime, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, ça m'aide financièrement, indirectement vous ne payez pas, et moi c'est Amazon qui me rémunère en échange, donc ça m'aiderait énormément. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Bisous tout le monde, bye bye.